Bonsoir, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Benoît Verhaert, qui est comédien et metteur en scène, qui adapte également des pièces de théâtre. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Comment vas-tu? Pas mal, pas mal. J'essaye de m'habituer à ces connexions de visioconférence. On commence à... Ça devient une habitude, c'est pas mal. Mais oui, c'est pas évident. J'aurais préféré boire un verre avec toi et discuter dans un bar, mais c'est Oui, une autre fois. j'aurais préféré aussi et j'imagine que on le fera un jour. Hein. Ce n'est que partie remise, comme on dit. D'accord, d'accord. Comment vis-tu cette période particulière? Oh, comme tout le monde, hein, donc c'est beaucoup de projets qui s'annulent les uns après les autres. C'est un tunnel dont on ne voit pas la fin. Mais d'un autre côté, ça laisse beaucoup de temps pour préparer, pour se projeter dans le futur, c'est pas inintéressant ce changement de rythme en fait. Donc voilà, plus de temps pour soi, pour rêver, pour inventer, pour imaginer. Voilà. Oui, mais c'est ce que tu faisais déjà avant le confinement, en fait. C'est vrai. C'est vrai, mais du coup, là j'ai vraiment que ça à faire. Avant, c'était un peu. Il fallait trouver du temps pour un peu arrêter de courir à gauche, à droite et se poser un peu pour prendre le temps d'inventer. Maintenant, j'ai tout le temps. Donc, mais ce que je dis est très banal. Je pense que tout le monde fait ça. En tout cas, dans nos métiers. Oui, effectivement. Non, voilà, en gros, c'est pas dire que je n'en souffre pas trop, mais que voilà, c'est bizarre de se projeter, mais sans voir vraiment l'échéance, quoi. Donc, oui, tout à fait. Oui, on je crois que prépare c'est des ça qui projets, est angoissant. on prépare des projets, mais on ne sait pas quand on va les faire, en fait, concrètement. Ça viendra bien. Voilà. Oui, il faut garder espoir, effectivement, on n'a pas le choix. Mais justement, justement, pour parler un petit peu de toi, de ton parcours, de tes projets, de tes envies, tu sais bien que j'aime bien commencer par expliquer comment on se connaît. Donc, il y a eu plusieurs phases, j'ai envie de dire. Donc, la première, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, c'était via une amie qui travaillait pour Entre Chiens et Loups, donc l'ancienne société d'Anna Hilboum. Et c'était à l'époque de Thomas est amoureux, dont on va parler un peu plus tard, réalisé par Pierre-Paul Renders. Et donc, j'étais venue te parler à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore, mais je t'avais vu dans Les Enfants de la Balle, dans lequel jouait également Enrico Salamone. Ça, c'est le lien que je fais avec mes invités précédents. Et alors, plus tard, à l'époque où je travaillais au Théâtre Varia, tu as joué dans une pièce de Marcel Delval, All Souls. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu me parles de ma préhistoire. Oui, c'est ça. Ça remonte. remonte. Mais c'est des beaux souvenirs. C'est chouette Oui. de s'en rappeler. C'est marrant que tu évoques Thomas est amoureux parce que c'est à peu près ce qu'on est en train de faire maintenant. Hein. C'était l'histoire d'un gars qui communiquait avec les gens que par visioconférence, puisqu'il était agoraphobe au dernier degré, qui restait enfermé chez lui et que personne ne rentrait chez lui. C'était un scénario de Philippe Blasban. Et donc, tout le film, c'était des communications comme on est en train de faire. En fait. Mais oui, c'était impressionnant à quel point c'était vraiment, comment est-ce qu'on dit, visionnaire, non, comment est-ce qu'on dit prémonitoire. En tout cas, Philippe, prémonitoire, voilà. Mais si, ça montre à quel point Philippe Blasban est vraiment fort. Le film posait la question d'ailleurs de qu'est-ce qu'une relation, une vraie relation, parce qu'il y avait on va dire une illusion de relation comme ça. Le personnage communiquait tout le temps en fait. Mais en fait, quand est-ce qu'il communiquait vraiment? Est-ce qu'on peut communiquer vraiment sans se toucher en fait? Et c'était le titre, quoi. Thomas est amoureux, parce que bon, à un moment, il devient amoureux, mais bon, là, si on ne se touche pas quand on est amoureux, c'est particulier. Donc, c'était un film assez étrange, mais qui posait des bonnes questions. Mais super.
Ouais, un super film et je me souviens d'ailleurs de cette scène où vous achetez une combinaison et vous Ouais, essayez de vous toucher à travers l'écran et ouais, encore une fois, on en est là aussi. Il y a au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle et cetera, ils sont en train de travailler là-dessus, sur comment faire pour se ouais, toucher, malgré l'écran, essayer de reproduire les sensations, corporelles et cetera. Donc c'est vrai ouais, que c'est ouais, impressionnant de se dire que c'était il y a 20 ans, je pense que ouais. Philippe a fait ce film ou plus de 20 ans. Et finalement, c'est ça qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et je pense que pour les gens qui cherchent l'amour, justement, en cette période de Covid, c'est vraiment en plein le sujet, quoi. Et comme Ouais. tu dis, sans vouloir spoiler trop le film, à un moment donné, bah, il est agoraphobe, mais comme tu dis, si on veut être amoureux, à un moment donné, il faut pouvoir sortir de chez soi. C'est ça, quoi. Et toutes ces recherches très pointues, je ne sais pas très bien à qui elles vont servir, ou peut-être aux cosmonautes qui partiront Oui, en mission pendant 5 ans et qui auront besoin de ce genre de subterfuge. Mais sinon, dans la vraie vie, un, toute cette technologie ne remplaceront jamais un vrai contact, quoi. Donc, oui. je sais pas, Et quelque part, c'est une bonne nouvelle de savoir que l'humain prend toujours et prend le dessus et que c'est finalement toujours l'humain qui revient sur le devant. ben ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment mon métier et c'est bien là que je suis frustré maintenant. Je fais surtout du théâtre et le théâtre, c'est quoi? C'est un art vivant. Et Oui, pourquoi vivant? Parce qu'on est tous vivants dans le même espace et que c'est un dialogue en fait avec le public. Et bon, ben ça manque cruellement maintenant. Ça manque aux acteurs qui ont besoin de faire leur métier. Mais je crois et j'ose espérer que ça manque aussi aux spectateurs et qu'il y a une vraie envie de se retrouver dans un même espace et de respirer ensemble, quoi. Bon, oui, c'est tout à ça. fait. Moi, c'est pour ça que j'aime ce métier. Voilà. Mais oui, avant d'aborder le sujet du cinéma, parce que je sais que tu préfères le théâtre au cinéma, mais on va expliquer pourquoi après, je voulais quand même juste signaler qu'on a plusieurs points communs, mais notamment le fait qu'on est tous les deux nés le 12 avril, donc c'est bientôt notre anniversaire. C'est bientôt, c'est Donc voilà, bientôt. Ah, on a ouais, qu'à c'est quelques jours bientôt. près, on aurait pu faire cet entretien le jour de notre anniv, ça aurait été sympa. Avec un verre de champagne et tout, quoi. Ouais, Ouais. ouais. On saura pour Ouais. la prochaine fois. Et alors, l'autre point commun, c'est Manu Taureau. Tu étais un ami de Manu et j'ai bien connu Manu aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment une personne qui revient quand même régulièrement dans mes lives, que ce soit avec Erico ou avec Frédéric Etterlinck. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour pas Mm. mal d'acteurs. Ouais, ouais, ben, on était en même temps au conservatoire. On n'était pas dans la même classe, mais on était dans la même année. Et puis, euh, et puis on avait un projet ensemble juste avant qu'il se fasse la belle, comme on dit. Donc, c'était, parce qu'en fait, on s'est croisés beaucoup, mais jamais vraiment, vraiment rencontrés. Enfin, j'avais envie de le rencontrer mieux, en tout cas. Et là, Oui, ça aurait été l'occasion. Et puis, on a juste fait une espèce de pilote d'une nouvelle émission, quoi. Et puis, c'était plutôt chouette, je pense. Il y avait de quoi faire. Et puis, il est parti en vacances pour se reposer un peu avant de plonger vraiment dans le truc. Et puis il n'est pas revenu. Voilà. mais oui. Ouais, effectivement. Mais oui, mais il manque à beaucoup de monde, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a marqué et de son vivant, il a pu laisser quand même aussi une chouette trace quoi, auprès des gens C'est qui clair. l'ont bien connu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va parler un petit peu de ton parcours. Donc, je fais un petit résumé, mais tu peux expliquer ce que tu as envie d'expliquer. Donc, tu as fait un petit passage par l'IAD avant d'arriver au théâtre amateur. Et puis, du théâtre amateur, tu t'es inscrit donc, au Conservatoire de Bruxelles. Est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu ce parcours atypique? Oui, atypique, c'est le mot. En gros, donc je ne savais pas trop ce que je voulais faire quand je suis sorti d'humanité. Et puis j'ai un peu traîné à l'université, comme ça, sans conviction. Et comme j'étais à Louvain-la-Neuve, je passais tous les jours devant l'IAD. Et en fait, là, je savais pas ce que j'aimais, en fait. Et en fait, j'aimais bien le cinéma, comme spectateur, en tout cas. Et donc, je me suis inscrit à l'IAD pour faire de la réalisation. Euh, c'est là que j'ai rencontré plein de gens super chouettes avec qui j'ai gardé le contact encore maintenant. Je peux citer Philippe Gasban, Pierre-Paul Renders, des gens comme ça. Et
Mais voilà, à la fin de l'année, je me suis fait virer parce que les 2 tiers de la classe se font virer comme des malpropres, même pas le droit de recommencer. Donc j'étais encore un peu plus perdu après qu'avant. Mais à ce moment-là, j'avais commencé à faire du théâtre amateur parce que je me destinais à faire de la réalisation et que je me disais, bah, si je veux diriger des acteurs, je devrais peut-être éprouver ce que c'est que jouer. Enfin bon. Et donc, je me suis inscrit dans des troupes amateurs, comme ça, des petits rôles. Puis ça m'a bien plu, puis j'en ai fait de plus en plus. Et puis, comme je trouvais toujours pas, j'avais pas trouvé d'autres voies alternatives après ce foirage à l'IAD, j'ai fini par me dire que j'allais peut-être faire vraiment du théâtre. Alors. Et je suis rentré au conservatoire, mais donc très tard. Donc c'est vraiment une vocation tardive. Quand j'étais petit, je ne voulais pas être acteur. Je ne m'intéressais absolument pas au théâtre. Quand j'étais adolescent, non plus. Je n'y allais jamais. Je suis allé 3 fois, je crois, avec mon école, et je me rappelle que c'était vraiment plutôt chiant. C'était voir des vieilles pièces poussiéreuses. Où le seul truc marrant, c'est qu'on chahutait entre nous, quoi. Bon. Mais du coup, voilà, après, bah, j'ai appris à aimer le théâtre en faisant, en fait. Et puis, du coup, quand j'ai commencé à en jouer j'ai eu pas mal de jeunes, encore maintenant, beaucoup de classes ou quoi, ben, je me suis rappelé que quand moi, j'étais à l'école et que j'allais voir du théâtre, on s'emmerdait vraiment. Donc, maintenant, j'essaye de ne pas trop ennuyer les jeunes spectateurs. Donc, même Mais en oui, c'est jouant ça. je joue des classiques, mais j'essaye de les intéresser. Donc voilà, ça c'est tout mon effort, mon travail, ma mission. C'est ma mission. Voilà. Ah voilà, exactement. Mais oui, c'est ça, on peut en parler maintenant si tu veux, le fait d'adapter des pièces classiques comme des pièces de Musset, de Camus, de Shakespeare. Effectivement, c'est un gros travail, j'imagine, de faire un choix entre le texte originel et de dire bah, ça on enlève, ça on garde, ça on dit autrement. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre justement cet amour du théâtre aux jeunes générations? Mais d'abord, il y a la pièce elle-même, et en fait, on est fidèle au texte. Enfin, ça dépend. Si on adapte un roman, comme Camus, j'ai adapté des romans. Donc là, oui, il y a un travail sur le texte et comment le dialoguer. Si je monte Musset, ben, c'est une pièce déjà. Donc je coupe, j'essaie de rythmer le truc, mais j'essaie d'être fidèle quand même. Je ne vulgarise pas, quoi. Je simplifie Oui, pas. Je rythme, voilà. J'ai fait Don Juan de Molière. Là, on a dit à peu près tout le texte, en fait. Mais c'est dans oui, la oui. mise en scène alors que ça se dynamise. C'est dans le jeu, dans la forme, qu'il faut essayer de rendre ce texte vivant et de le sortir du musée du théâtre, quoi. Voilà. Oui. Donc pour ça, il faut respecter l'auteur et son écriture, mais il ne faut pas non plus trop le sacraliser, quoi. Il faut oser un peu le remuer le cocotier, quoi. Malmené. Oui. Ouais, voilà, le secouer, quoi. Voilà. Et, Mais oui, et j'entendais voilà. dans l'interview dont je te parlais tout à l'heure hors live, l'interview que tu as accordée à Védia, donc la télé du côté de Verviers. Tu disais que Musset, ce serait aujourd'hui une jeune rockstar, un jeune Gainsbourg. Ouais, Donc c'est ça, c'est se dire, se replacer dans le contexte de l'époque, mais se dire, bah, aujourd'hui finalement, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Des jeunes fougueux, des jeunes amoureux transis, c'est toujours d'actualité, quoi. oui, c'est ça. C'était vraiment il était très jeune quand il a écrit la plupart des pièces qu'on connaît. Il est mort jeune aussi. C'était vraiment un mec déchiré, quoi, et qui est mort de tous ses excès. Hein. Il a consommé plein de trucs. Enfin bon, donc c'est un peu ce côté. Il aurait pu faire partie Enfin, il est mort, je sais plus à quel âge, mais enfin un peu ce qu'on appelle le club des 27, là, tous ces gars Oui, Jimi déchirés. Hendrix, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu ça, ou un peu Gainsbourg. Enfin, il y a quelque chose de ça. Enfin, lui, il est mort plus vieux, mais je veux dire, voilà, c'était quelqu'un, éminemment rock'n'roll, je pense, Musset. Voilà. Un Oui. rock'n'roll, un rocker romantique, mais c'est un poète rock, quoi. Voilà. Je viens de monter un texte, quelques textes de Baudelaire. Pareil, Baudelaire, rock. Donc là, c'était carrément avec une chanteuse rock, avec un acteur musicien. On était 3 et on parlait et on chantait ou on parlait sur de la musique. Mais c'était du Baudelaire pur, mais c'est très très rock'n'roll en fait. Voilà. Donc Comment c'est pas s'appelle cette pièce?
Alors, j'arrive pas à dire le titre moi-même. C'est un titre. Bah alors on va pas le dire. C'est le titre d'un. Je l'ai fait exprès. C'est un poème des Fleurs du Mal. Ça s'appelle Oui. Léo Tonti Moroumenos. Léo Tonti Moroumenos. Voilà. D'accord. Et c'est un mot grec et ça veut dire le bourreau de soi-même. Donc c'est de ça qu'il parle. Bon, c'était un torturé aussi, Baudelaire, et donc il dit qu'il est son propre bourreau. Enfin bon, qu'il est à la fois la victime et le bourreau. Enfin, bon. Mais bon, c'est dans la douleur, mais c'est rigolo aussi. Hein. Donc il y a du second degré là-dedans, ou de l'autodérision, c'est plutôt ça. Ouais. Bah, je n'en doute pas, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui te caractérise aussi, non, dans à peu près, bon, j'ai pas tout vu de ce que tu as fait, mais j'ai l'impression que ça te caractérise pas mal aussi, justement, de jouer sur les deux tableaux, de parler de quelque chose de quand même assez profond, intellectuel, etc., mais en même temps pouvoir en rire. Ça me fait penser en fait à Claque, que j'étais allée voir à la Samaritaine. C'était quand même impressionnant, il faut bien le dire. C'est une performance d'acteur. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une grosse claque aussi à un moment donné. Donc en fait, cette pièce, tu aurais pu la jouer. Ben oui, tu aurais pu la jouer tous les 1er avril, en fait, cette pièce. Ouais. Mais donc oui, c'était aussi ce travail sur la remise en question de l'acteur. Oui, enfin, sur l'autodérision pure, quoi. Oui. En fait, j'ai fait ça à un moment où il y a. En gros, moi, j'ai pas à me plaindre j'ai cherché longtemps ma voie, mais depuis que j'ai choisi celle-là, en fait, je bosse, quoi. Mais je crée aussi mon propre emploi souvent, donc je suis plutôt, voilà, je suis pas trop au chômage. Sauf maintenant, je suis au chômage temporaire d'ailleurs. Oui. Mais donc, par contre, il y a quand même eu un moment de creux qui m'a un peu inquiété. Il y a eu une année où tout d'un coup, j'avais moins. Et alors, c'est un peu une sensation de vide comme ça qui donne un peu le vertige. Et alors, du coup, j'ai voulu faire quelque chose avec cette petite angoisse que j'avais, en me demandant si c'était déjà le début de la fin ou quoi, si j'étais déjà un peu sur la touche. Et alors, j'ai voulu faire une pièce qui parlait de ça, je me suis dit, voilà, je suis peut-être déjà en train de devenir en fait un vieux ringard, quoi, et qui se fait un peu pousser sur la touche par les jeunes. Bon. Et donc, je me suis imaginé, j'ai imaginé un personnage qui est celui que je ne voudrais pas devenir, disons. Donc, c'est moi, c'est une caricature de moi. C'est un acteur qui est devenu ringard et qui est complètement aigri. Et, voilà. Et donc, j'ai fait une espèce de blague d'autodérision. Donc, c'est pas moi, mais c'est une caricature de ce que je pourrais être si je tournais mal, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Oui. Mais donc, c'est une façon d'exorciser, en fait, un peu l'avenir. Donc oui, pour revenir justement à toutes ces pièces de théâtre, comme je disais, tu as quand même tourné dans quelques films, mais tu préfères le théâtre. Alors, dis-nous pourquoi, parce que j'imagine que c'est deux approches différentes et deux sensations différentes. Oui, bah, je dis ça pour m'en sortir. C'est parce que comme on me propose aucun film, il vaut mieux que je préfère le théâtre. Mais j'ai fait, en fait, j'ai eu quelques chouettes propositions, quelques chouettes expériences au début. Et notamment, tu en as cité une, Thomas est amoureux, c'est une expérience géniale. J'ai adoré ce film. C'était vraiment spécial comme acteur d'ailleurs, parce que j'étais, comme travail d'acteur, en gros, on ne me voit pas. Hein, donc, je suis le rôle principal, mais c'est en caméra subjective. Donc, c'était pas un cadeau de la part du réalisateur, mais j'ai le rôle principal, mais on me voit jamais. Donc, du coup, ça n'a pas tellement lancé ma carrière dans le milieu, puisque je n'étais que. C'est un peu comme le gars qui a joué Dark Vador, tu vois, dans la guerre des étoiles. Et il vient de mourir d'ailleurs, je crois, mais personne ne connaissait sa gueule, quoi, parce qu'on l'a jamais sa vu. tête, parce qu'en plus, c'était pas sa voix non plus. Le pauvre. Moi, j'avais ma voix. Donc, c'est le genre de rôle ingrat, mais en fait, c'était un rôle passionnant, quoi. Mais donc voilà. Après, j'ai eu un film où on me voyait bien, pour le coup, on me voyait dans tous les plans à peu près, et c'était un peu un rôle sur mesure, toujours écrit par le même Philippe Blasban qui m'a fait comme ça quelques beaux cadeaux. Mais voilà, après, finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des masses de propositions qui ont suivi. Par contre, le théâtre, ça a marché de mieux en mieux. Donc, quelque part, c'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est la vie. Mais peut-être que je suis très théâtral,
et que du coup, c'est là que j'ai été appelé, que je sais pas. Mais en tout cas, du coup, plus je fais du théâtre et moins je fais du cinéma, peut-être que j'ai de plus en plus les défauts du théâtre qu'on ne peut pas avoir devant une caméra, quoi. C'est un peu comme les gars qui font du ping-pong, ils sont pas bons en tennis et inversement. Oui. Mais je sais pas. Mais moi, en fait, je te disais tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup au théâtre, c'est le contact, c'est le côté vivant, donc le contact avec les gens, et c'est réel, quoi. Ça. Et on parlait des jeunes, mais pour les jeunes, je fais aussi du coup beaucoup parce que c'est aussi comme ça qu'on les intéresse. Je fais plein d'animations, j'ai développé beaucoup ça dans mon métier. C'est ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire je vais beaucoup à la rencontre des spectateurs et même les adultes, mais particulièrement pour les jeunes, on va dans les classes avant la pièce, après la pièce. Je dis on parce que c'est avec toute l'équipe. Mais oui, donc c'est là qu'on parle du théâtre de la chute, la compagnie que tu as créée justement, qui est un théâtre itinérant pour aller justement à la rencontre des publics adultes et adolescents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien cette idée, quoi. On va vers les gens. Voilà. Et du coup, on fait des pièces qui misent pas trop sur autre chose que le texte et les acteurs. C'est des pièces facilement transportables, donc elles rendent. Je me rappelle la toute première que j'ai faite, j'avais engagé une scénographe et je venais d'acheter une petite camionnette. Et avant de commencer à penser au décor, j'ai amené la scénographe près de ma camionnette. Et je dis mesure ma camionnette. Voilà, elle a mesuré. Et j'ai dit bon, maintenant tu vas faire un décor qui rentrera dans cette camionnette. Maintenant on va discuter de à quoi ça va ressembler. Et donc en gros pas trop de décors, pas trop de moyens techniques et tout ça, juste du texte, une histoire, quoi, et des comédiens. Et puis voilà, avec ça, on a l'essentiel du théâtre. Voilà. Moi, je suis un peu. Et de la motivation. Voilà. Donc, je suis peut-être un peu. Enfin, non, j'allais dire que c'est un peu une façon assez ancienne de voir les choses, mais en fait, pas forcément. Enfin, je suis un artisan, en fait, du théâtre. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Mais donc, j'aime bien aller vers les gens et leur donner la parole aussi. Donc, après les pièces, on discute. Et avec les jeunes, on prévoit des espèces de jeux même ou d'animation, mais un peu ludique pour qu'ils prennent la parole sur les thèmes de la pièce, mais qu'ils s'expriment. Bon. Et donc, c'est un échange vraiment. Donc, j'ai créé cette compagnie pour faire ça. Ouais. Voilà. Ouais. Pour revenir au cinéma, ce que tu me dis me fait penser à deux choses. La première, c'est que j'avais écouté une interview de Mathieu Kassovitz qui parlait de l'époque du tournage de La Haine et il disait qu'en fait, comme ils avaient très peu de moyens, il disait voilà, tout ce qui rentre dans la camionnette, on prend et ce qui rentre pas, on prend pas et il faisait avec les moyens du bord, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport au théâtre. Et la deuxième chose, c'est parler d'Albert Camus. Donc, tu as adapté et puis monté La Chute et L'étranger. Je voulais te demander si tu as vu le film donc avec Mastroianni et Anna Karina. Mais non, j'ai vu des extraits. Mais alors, en fait, on m'a toujours dit que c'était un échec, ce film. Je sais pas si toi, tu l'as vu. Donc moi, je l'ai vu après avoir lu le livre. Alors après, moi, j'ai un avis. Moi, j'ai aimé, mais pour des raisons aussi qui sont très liées à l'affect. C'est-à-dire que j'ai vécu en Algérie, à Alger, de mes 1 an à mes 5 ans. Et que, comme le film se passe à Alger, en fait, j'ai eu beaucoup de nostalgie en le voyant parce que j'ai reconnu des endroits. Et je ne pensais pas reconnaître spécialement grand-chose vu que j'étais toute petite. Et donc, c'était un peu pour moi une forme de nostalgie. Et puis, bon, voilà, je suis quand même fan de Mastroianni. J'aimais bien l'esthétique autour du film. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai aimé. Je n'ai pas vu ça comme un échec. Oui. Mais Mastroianni, bien sûr, c'est indiscutablement un énorme acteur. Mais en fait, L'étranger, bon, je l'ai fait au théâtre, mais c'est peut-être que le théâtre convient mieux que le cinéma. C'est un personnage vraiment bizarre, c'est le cas de le dire. Mais je veux dire, on peut même se demander s'il pourrait exister, quoi. C'est un peu une idée, ce personnage. C'est une fable, en fait, L'étranger. Et donc, incarner ce personnage, c'est presque mission impossible. Alors, j'ai l'impression qu'au théâtre,
on peut plus jouer sur des codes, sur une espèce de ouais, de distance, de code, de narration, de conte. Enfin bon. Alors qu'au cinéma, il y a d'office quelque chose de plus réaliste et qui Oui, peut-être ne colle pas bien avec ce personnage. Mais par contre, c'est vrai, tu as raison, la ville est un personnage dans cette histoire, et enfin l'Algérie est un personnage. Et le climat de l'Algérie, la chaleur, le soleil est le personnage principal, peut-être. Donc, la lumière, donc l'ombre et la lumière, c'est ça qui est tout à dans le fait. bouquin. Dans ce film, ils ont pu beaucoup travailler sur l'image, sur la photo. Ça pouvait être intéressant. On l'a fait aussi sur scène, hein, mais le personnage lui-même de Meursault, je pense que l'interpréter, c'est vraiment casse-gueule, quoi. Alors, au théâtre, je Oui. crois qu'on en est tiré, mais c'est dans une espèce de ouais, c'est difficile à dire, mais j'allais dire de neutralité, mais c'est même pas juste. Enfin, voilà, c'est particulier, quoi. C'est de maintenir un équilibre, en fait. Ouais, mais si on essaye de le rendre trop réaliste, je pense on se perd, quoi. Bon. D'accord. Et Mastroianni, avec tout son talent, peut-être qu'il a quand même rencontré quelques difficultés à incarner ce gars qui n'est pas vraiment vivant, quoi. Je sais pas. Oui, oui. Bah oui, en fait, j'avoue qu'il faudrait que je revoie le film moi-même Moi aussi, pour en d'ailleurs, il parler faudrait que je plus le parce que voie. Faudrait que je le voie en on entier avant de refera un live. juger, et tout à fait, hein, mais enfin bon. Oui. On refera un live juste pour parler du film. Ouais, ouais, Donc tout à fait. il y a eu aussi, donc j'ai parlé tout à l'heure des Enfants de la Balle. Au théâtre, tu as joué dans plein de pièces pour les autres, mais donc comme on a dit, tu as monté ta propre compagnie, tu as mis en scène pas mal, etc. Est-ce qu'il y a comment dire, un souvenir, une rencontre, une anecdote dont tu aurais envie de nous parler? J'imagine que tu en as des milliards, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit là maintenant? Par rapport au théâtre ou au Oui, au cinéma? théâtre. Au théâtre, attends. J'allais parler du cinéma, moi, mais Ah ben vas-y, bien on peut sûr, arrêter là. Sinon, Ouais, je peux vous dire tout de suite. Mais vas-y. parce que là, c'est quand même un moment extraordinaire. C'est parce que quand même, j'aime le cinéma et j'aime surtout les quelques expériences que j'ai pu y faire. Mais la plus forte, sans doute, c'est d'avoir joué avec Philippe Noiret. Alors rien que pour Bien ça, sûr, bah moi, je oui, peux arrêter, quoi. Je peux ne plus jamais jouer exactement. aucun film. C'est bon, j'ai joué avec Philippe Noiret, quoi. Oui, Juste à temps, puisque malheureusement, il est mort peu de temps après. Mais j'ai rencontré ce monstre sacré. Et en fait, c'est très très bizarre la première rencontre. C'est un sentiment presque indescriptible parce que justement, c'est la différence entre le théâtre et le cinéma. J'avais l'impression de très très bien connaître, de connaître intimement Noiret parce que depuis que j'étais petit, depuis que je suis petit, j'ai vu des films avec Noiret, donc il faisait presque partie de mon intimité, quoi. Un papa ou je sais pas. Mais en fait, je le connaissais en deux dimensions. Et quand je l'ai rencontré la première fois, c'était vraiment très très bizarre comme sentiment parce que tout d'un coup, bah, il y avait une dimension en plus, quoi. Il y avait trois dimensions. Et c'est très bizarre, quoi. Mais ça arrive peut-être à tout le monde de temps en temps de rencontrer quelqu'un comme ça de célèbre qu'on a vu que à la télévision, quoi. Mais j'avais vraiment l'impression de très bien le connaître, quoi, mais pas en vrai. Et quand tout d'un coup, ce type était à côté de moi dans la loge, quoi, et puis on partageait le plateau comme ça, où on mangeait ensemble. Enfin, c'était très bizarre, quoi. Et c'était agréable, mais le premier jour, c'était même pas spécialement agréable, c'était juste incroyablement étonnant. Voilà. C'est une expérience, voilà, qui restera pour moi assez marquante. Voilà. mais j'imagine. Donc on parle du film Un honnête commerçant de Philippe Ouais, Blasban. ouais, Et ouais. comment s'est passé du coup ce tournage avec Philippe Noiret? Comment vous êtes-vous entendus? Ben, très très bien parce que c'était vraiment c'est un vrai gentleman ce monsieur, donc il m'impressionnait énormément, mais en fait il était c'est bateau de le dire parce que tout le monde l'a dit, mais il était dans la vie comme dans ses films, c'est-à-dire que c'est vraiment un type élégant et très très simple, en fait très accessible, très sympathique Il et était bien heureux. ouais, oui, oui, vraiment c'était un bon vivant, assez tranquille et extrêmement drôle.
en fait. Il racontait plein de petites anecdotes. Et c'est pas un type qui se racontait, qui était égocentrique et qui passait son temps à parler de lui, mais il racontait que des petites anecdotes comme ça, assez. Il y avait pas mal d'autodérision en fait dans sa façon de parler de lui-même. Mais il avait énormément à raconter. C'est une vie de cinéma. Et je sais pas combien de films il a fait, mais il en a fait beaucoup. Et donc c'était extrêmement savoureux quoi de l'écouter. Raconter ces histoires. Quoi. Mais donc, et du coup, voilà, on passé cette première rencontre où j'étais, j'en menais pas large, mais juste après, c'était trop facile en fait. C'était mon vieux pote. Quoi. Ah, chouette. Et donc avec Ouais. Philippe, bon, qui est ton vieux pote aussi, du coup, Oui. c'était un trio de choc, j'ai presque envie de dire. C'est ça, j'étais avec plein de Philippe, des bons Philippe. Ouais. Des bons Philippe, c'est un bon titre de film aussi, hein, Le Bon Philippe. Ouais. Ah bah chouette. Ben oui. Et as-tu envie de... Bah, c'est déjà une sacrée rencontre, évidemment, Philippe Noiret, mais y a-t-il autre chose? Je peux citer des films dans lesquels tu as joué et tu me dis s'il y a quelque chose qui te revient à l'esprit. Donc, il y a 7 rue de la folie de Jawad Ralib, pardon. Tous les chats sont gris, La nuit de Savina Delicourt. Diamant 13 de Gilles Béat et Olivier Marchal. The Wild Side de S. Lifshitz, Anyway the Wind Blows de Tom Barman, Un honnête commerçant, on en a parlé, Thomas est amoureux, mais tu as aussi joué dans Comme tout le monde de Pierre-Paul Renders aussi. Donc voilà, si tu as autre chose à nous dire, s'il y a quelque chose qui te revient, c'est le moment. Non, c'est une autre anecdote, mais il ne sait même pas si jamais il écoute, peut-être qu'il va prévenir. Jawad Khalid, qui est super intéressant, ce gars, il a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Il fait beaucoup de documentaires en fait, mais là c'était une fiction. Mais donc je crois que c'était sa première fiction, son premier long de fiction. Et donc c'était un truc où il n'y avait pas beaucoup de budget, on va dire. Et alors il tournait dans une ferme et moi j'avais pas un rôle énorme, donc je suis arrivé là pour 2 jours, je crois. Et donc dans cette ferme il y avait je sais pas, il y avait quelqu'un de l'équipe qui avait amené un chien. Et c'était la caméra, c'était la caméra du caméraman, c'était sa propre caméra. Et je pense qu'elle n'était pas assurée, je pense. Ils n'avaient pas assez de pognon. Et alors, entre 2 plans, ils font une pause et ils posent cette caméra dans la cour de la ferme, comme ça, sur un pied, mais comme ça, il n'y a personne qui s'en occupait. Et puis, il y avait le chien qui voulait jouer avec moi et qui m'amène un grand bâton. Alors, je prends le bâton et je le lance pour que le chien m'attrape. Et je vois mon bâton qui est en train d'aller tout droit sur la caméra. je frémis. Et en fait, le chien l'a attrapé juste avant. Donc, j'ai failli foutre en l'air toute la production. Parce que si cette caméra avait été explosée, je pense que le tournage s'arrêtait là. Et je pense et ma carrière aussi, probablement. Bah oui, c'est ça. Mais bon, j'ai pas osé le raconter parce que personne de l'équipe ne l'a vu. Donc, c'est la première fois que je le dis. Si voilà, les confidences. Maintenant, il saura qu'il il a failli rater son film à cause de moi. Oui, oh, quelle affaire, quelle affaire. Ben oui, mais donc si tu veux, on revient vers le théâtre, puisque tu as une carrière immense au théâtre, tu as joué un peu partout en Belgique, et il y a des pièces qui t'ont vraiment marqué plus que d'autres. As-tu envie de parler des pièces dans lesquelles tu as joué pour les autres, ou as-tu envie de mentionner une pièce que tu as adaptée, mise en scène, etc. Ben, en tout cas, j'aime vraiment faire les deux. Donc, pour moi, c'est très important. J'ai effectivement créé ma compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Chute parce que la première pièce, c'était La Chute de Camus, qui a été la première production de cette compagnie. C'est la première pièce vraiment itinérante que j'ai faite et qui a rencontré plein de publics scolaires et tout ça. Donc, j'ai lancé tout ce projet d'animation. Donc, c'est pour ça que ma compagnie s'appelle comme ça. Mais donc, j'aime bien effectivement être au four et au moulin, c'est-à-dire jouer et mettre en scène, me mettre en scène moi et mettre en scène d'autres comédiens autour. Et j'aime bien du coup produire et j'aime bien écrire l'adaptation. Donc je fais un peu tout.
sur certains projets et on pourrait dire que c'est une erreur, que c'est trop gourmand, que c'est. Mais en fait, c'est une façon pour moi d'aller vraiment au bout d'une envie, d'une intuition et qui part toujours, de toute façon, d'une envie d'acteur parce que je suis d'abord acteur. Donc, c'est pour ça que je joue, quoi qu'il en soit. Ce serait trop frustrant pour moi de monter un projet dans lequel je joue pas parce qu'en fait, j'ai d'abord envie de jouer ce rôle-là ou de raconter cette histoire-là. Et voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai très envie aussi de continuer à jouer pour les autres et que j'essaie de trouver un équilibre comme ça. Enfin voilà. Donc parce que souvent quand on fait ses propres trucs, on vous appelle moins. On se dit ah ben lui il se démerde, il fait ses projets, il se met en scène, il a peut-être plus trop envie d'être mis en scène par les autres. Bon, on évite un peu oublié comme ça, mais donc c'est un appel que je lance. Maintenant, Mais oui. Appelez-moi encore parce que en fait moi je veux faire les deux et c'est vraiment très 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 c'est passionnant de rentrer dans l'univers d'un autre metteur en scène et tout. Donc voilà, j'espère que j'ai encore. Pour reparler de Philippe Blasband, tu as joué également pour lui dans une j'essaye de retrouver le titre. Attends, 2 secondes. Oui, il en a fait plein. La première, c'est un titre aussi impossible à retenir. Ça s'appelait Une aventure de Simon Rapoport, guerrier de l'espace. Voilà. Il a des titres aussi un peu bizarres parfois. Il a fait plus simple aussi. On a fait les témoins. Ça, c'était plus simple. On a fait Macbeth, mais ça s'appelait Macbeth à 2 parce que on était 2 et on faisait tous les personnages. C'était Eileen, donc une comédienne, et moi, et on jouait tout. Et donc, Eileen faisait Lady Macbeth et moi je faisais Macbeth, mais enfin on faisait tous les autres. Donc Eileen faisait plein d'hommes, quoi, de guerriers. Mais du coup, moi je faisais une ou deux femmes aussi pour compenser. Donc on faisait trop tout. Chouette, ouais. Bah, super mais c'était sérieux, hein, c'était pas une blague. On faisait pas un pastiche de Macbeth. C'était très très sérieux, mais on était comme deux conteurs, quoi, qui avec juste rien faisaient cette histoire en faisant tous les personnages, en prenant quelques raccourcis. C'est un très très beau souvenir, ça aussi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est pour moi. Enfin, je suis pas absolument allergique à la scénographie ou à la lumière, ou le son au théâtre. Enfin, la technique au théâtre, c'est très intéressant. Hein, je ne nie pas. Mais quand on a, il faut au moins un texte et un ou plusieurs acteurs. Et avec ça, on peut déjà faire du théâtre. Et là, on a la base, l'essentiel, quoi. Et donc là, c'est ce qu'on avait fait. C'était vraiment. On n'était que deux, il n'y avait pas de décor, il y avait des très belles lumières, ceci dit, mais il n'y avait rien sur la scène et on avait qu'un seul costume qui était comme je suis habillé aujourd'hui, quoi, une chemise, un jean, c'est plus voilà. Et on faisait plein de personnages et on emmenait les gens avec nous comme un conteur, quoi. On faisait imaginer la forêt, une armée entière, le château, et c'est passionnant. En fait, c'est ça le théâtre, quoi. J'adore. Voilà. Bah oui, ça me fait penser du coup à une pièce dont j'aime bien, que je mentionne souvent, c'est Le village oublié au-delà des montagnes que Philippe Blasband a écrit aussi. C'est aussi une pièce. Non, tu n'étais pas dedans. Enrico Salamone était dedans et Cecilia Canconda, entre autres. Mais en fait, c'est une pièce aussi où la scénographie était assez minimaliste et où il fallait quand même imaginer pas mal, mais c'était magnifique. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aussi aux spectateurs, c'est qu'on était transportés complètement et on se voyait vraiment dans ce fameux village. C'est clair. C'était vraiment. Mais Blasband, il adore ça. Hein. Philippe Blasband, c'est la magie du conte, quoi. Oui, tout à fait. Mais Blasband, il aime beaucoup de choses et il touche à tout. Donc, c'est d'abord un scénariste de cinéma, mais c'est aussi d'abord un romancier. C'est un peu un poète, quoi qu'il en dise. Et donc, il a écrit et mis en scène du théâtre. Il touche à tout ce qui a à voir avec l'écriture, quoi. Mais il aime bien ces codes différents de jeu. Par exemple, cet été, pendant le confinement, enfin pendant le demi-confinement, enfin pendant le Covid, quoi, on a fait un film, le dernier film de Philippe Blasband. Je ne sais pas si on le verra un jour, mais c'était le film en confinement. Donc en fait, on était chacun chez nous et on se filmait nous-mêmes avec nos téléphones. Voilà. Et donc il a écrit tout un scénario avec des dialogues mais entre personnages qui se téléphonent, quoi. Mais donc, il y avait parce que Thomas est amoureux, c'était un peu ça aussi, mais à part qu'il y avait quand même toute une équipe technique et un plateau et ça. Ici, il y avait juste nous.
avec notre téléphone et on lui envoyait les images par WeTransfer et puis après voilà. Et c'était très Donc, il vous spécial. envoyait le texte que vous appreniez et puis Oui, vous c'est ça. signiez vous-même. Exactement. Et C'est il y a comme combien maintenant, si de tu veux, comédiens? un dialogue. Le dialogue qu'on fait, ça aurait pu être une scène. On était là, à Oui. deux, en Zoom, quoi. Mais en fait, on se filmait avec mon téléphone et puis tout en étant en Zoom à côté. Enfin, bon, c'est un peu complexe, mais en même temps simpliste. Puis on va voir ce que ça donne, je sais pas. Mais donc, il Ben, invente toujours. j'espère. Il invente, quoi. Il joue avec les codes. Voilà, je trouve ça marrant. Ben, moi, la première pièce que j'ai vue de lui, en fait, c'était Les Mangeuses de chocolat. Je ne sais pas si tu te Ah ouais, rappelles. Et ça bien m'avait sûr. impressionnée parce que, bon, évidemment, j'aime bien le chocolat. Et en fait, c'est des filles qui viennent en thérapie pour arrêter de manger du chocolat. Et la première scène, c'est que la fille, la thérapeute, verse un énorme sac de chocolat, mais toutes sortes de chocolat sur la table. Et un truc de dingue. On n'a jamais vu autant de chocolat d'un coup. Et donc, les filles qui viennent en thérapie se regardent toutes parce qu'elles se disent mais je viens pour arrêter le chocolat, comment ça se fait qu'ils nous proposent d'en manger. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je m'en rappellerai toujours, j'ai toujours trouvé que c'était une idée brillante de sa part. Donc voilà, Ouais, mais je c'est voulais, cool. on va commencer à clôturer gentiment. J'avais quand même juste envie de parler avec toi des laboratoires que tu as créés donc en septembre 2011. Tu as créé des laboratoires qui s'appellent les ateliers Zuko, c'est ça? Et Ouais, donc, ça a changé de nom, mais ouais, c'est vrai. ça a changé de nom, d'accord. Et donc voilà, as-tu envie de nous parler de ces laboratoires? Tu avais Oui, envie de tout à donner fait. la chance aux jeunes comédiens, metteurs en scène de se lancer dans des projets. Donc en fait, l'idée, on a appelé ça les Zuko parce que le premier atelier, c'était sur la pièce de Coltès qui s'appelle Roberto Zuko. Et en Oui, fait, parce qu'avec l'un ou l'autre pote, on, enfin, il y a un ami qui m'avait demandé, qui voulait jouer cette pièce, voilà, et qui m'avait demandé si je voulais pas la mettre en scène. Et en fait, je lui ai dit, je peux pas la mettre en scène parce que je la comprends pas en fait cette pièce. ah Mais oui, elle m'intrigue, mais honnêtement, je la comprends pas profondément. Et alors du coup, j'ai dit, mais si on faisait plutôt une espèce d'atelier de recherche sur cette pièce. Parce que comme ça, peut-être que je finirais par comprendre quelque chose. Et donc, on a rassemblé quelques amis comédiens de tous bords et on a fait un laboratoire d'acteurs. Voilà. Sans vouloir monter la pièce, hein, juste c'était complètement gratuit, quoi. C'était une espèce ouais, de travail expérimental pour se frotter à ce texte étrange. Et ça nous a bien plu comme expérience. Et du coup, on a décidé de faire ça de temps en temps. C'est vraiment une rencontre d'artistes. Et du coup, ça peut être des rencontres pluridisciplinaires aussi. C'est l'occasion de. C'est un carrefour, quoi. Mais avec oui, toujours l'idée que c'est gratuit parce qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de maître de stage. C'est une auberge espagnole, quoi. On rassemble des gens et chacun partage à la fois ses questions et ses expériences. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on ne monte pas de spectacle après. Donc, c'est une audition déguisée, ni une première phase de travail. C'est pas l'antichambre d'une production. C'est complètement désintéressé. C'est juste pour le plaisir d'abord de se rencontrer entre artistes et oui, d'explorer une matière. Et, euh, et en fait, c'est parce que ça vient aussi du fait qu'on prend, on n'a jamais ce temps-là dans le métier. On doit arriver à du résultat mais parce oui, que il y a une production. Donc, quand on commence à répéter une pièce, on sait quand la première aura lieu. Et donc, on doit être efficace et on ne peut pas trop s'autoriser à ne pas l'être et à se perdre. Tandis qu'un laboratoire, ça fait, ben voilà, c'est la recherche fondamentale, comme dirait un scientifique. C'est pas dans la recherche appliquée, c'est la recherche fondamentale. Voilà. oui. Donc, Ah c'est ben chouette. génial. Et maintenant, j'appelle plus ça les Zuku parce que ça s'appelle simplement les workshops. C'est ma compagnie organise un workshop par an. Et le D'accord. dernier, c'était sur l'EDP. Donc, c'est Édipe dans Oui, Sophocle.
mais les 3 pièces qui concernent Édipe. Donc, on a exploré, on a lu, on a regardé des films, on a discuté, on a essayé des trucs. J'avais invité un chorégraphe, on travaillait sur le mouvement. Enfin, mais tout ça sans monter la pièce à l'arrivée. Hein. C'est juste un peu se frotter à cette matière qui est quand même touffue. Quoi. Donc, c'est très stimulant. Ouais. Voilà, c'est de temps en temps prendre ce temps-là. Et puis, c'est vraiment aussi, je le disais, mais l'intérêt, c'est que c'est une rencontre, en fait, une rencontre d'artistes. Voilà. Ah bah génial. En tout cas, bravo. C'est une belle initiative et j'imagine que les gens qui font partie de ces laboratoires, qui y participent, ressortent de là vraiment enrichis, quoi. Ben oui, parce que c'est donnant, quoi. C'est vraiment. Oui. On est enrichi parce que si on plus t'apportes, plus tu reçois. Enfin, voilà. Exactement. Ah bah c'est génial. Ben, Benoît, on va se quitter ici. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as un message à faire passer? As-tu envie de transmettre un message? À mon avis, tous les artistes que tu interviews ces temps-ci doivent te dire à peu près la même chose, mais moi, j'ai jamais réalisé autant que maintenant que, sans aucune prétention, mais que mon métier était en fait essentiel. Et parce qu'on se demande, hein, c'est quoi les choses essentielles maintenant. Et en fait, quand on fait ce métier, moi, je me suis souvent demandé, tiens, est-ce vraiment utile? Est-ce que c'est pas plus utile d'être boulanger ou de et ben maintenant qu'on ne peut pas jouer sur les scènes, moi je crois vraiment plus, je suis plus motivé que jamais en fait, parce que je pense que l'art en général, le théâtre en particulier, et les arts vivants, eh ben c'est carrément indispensable et essentiel. Donc les théâtres vont bientôt ouvrir et ça va être la fête. Oui. Quand les théâtres vont ouvrir, mais ils vont être bourrés, ça va être dingue. Il y aura des fils. Je sens qu'il va y avoir une demande énorme. Donc voilà. Oui. Bah super. En tout cas, on se réjouit de ce moment-là. Ça va être chouette. Bon, en tout cas, Benoît, encore merci. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait hyper plaisir et c'était chouette d'en savoir plus sur toi, de découvrir ton parcours et ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu as envie de transmettre. En tout cas, on reste informé sur tes prochains projets dès que les théâtres rouvriront et peut-être aussi tes prochains films, qui sait, maintenant que l'appel est lancé. Et voilà, en tout cas, merci. Ouais. Vas-y. J'aime le cinéma. Mais oui. Non, mais voilà, j'ai envie de faire un peu de tout, en fait, et pas de m'enfermer dans un truc. Donc, voilà, c'est ce que je me souhaite. Bon, bah, le message est passé. Voilà, mais oui. Bah, en tout cas, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont écouté cette conversation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. J'en suis sûre, en fait. Merci de me suivre donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. À très bientôt pour une prochaine conversation. Merci Benoît. À bientôt. Salut.